désormais, un lobbyiste devra le faire savoir, le rendre public. Un amendement a été voté dans ce sens au Parlement européen jeudi dernier. Amendement déposé par les Verts. Le vice-président du groupe au Parlement européen est avec nous. Pascal Durand, bonjour. Bonjour. On peut le dire, c'est une vraie victoire? On peut le dire, oui. Vous n'en revenez pas vous-même? C'était très compliqué. Elle est passée à 4 voix et surtout, on a eu très très peur parce que la veille du vote, le groupe de la droite, le PPE, a demandé un vote à bulletin secret. C'est-à-dire quelque chose qui ne s'est jamais fait dans l'histoire du Parlement, puisqu'on le fait uniquement quand on désigne une personnalité. Là, c'est normal pour un magistrat ou autre. Mais là, c'est la première fois que c'était demandé. C'est un article du règlement qui prévoit que si 20% le demandent, le vote est secret. Donc, on était très, très inquiets. C'était quand même assez stupéfiant de voir qu'on demandait un vote secret sur une question qui concernait la transparence avec les lobbyistes. Pourtant, c'était de droit. Donc, ils l'ont fait passer. Donc, à dire vrai, on s'attendait à perdre et on a gagné à 4 voix près, donc puisqu'il fallait une majorité qualifiée, on l'a eu. C'est une très belle victoire. C'est d'autant plus important que le Parlement européen a toujours été en pointe, contrairement à ce que l'on pense ici en France ou ailleurs, sur la question du registre des lobbyistes, etc. On l'avait déjà depuis très longtemps. Alors, rendre public une rencontre entre un député et un lobbyiste, qu'est-ce que ça change concrètement en fait? Ça permet un peu de savoir qui voit qui. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec le lobbying en général. C'est le fait que, je sais pas, on légifère sur les automobiles, qu'on rencontre les constructeurs, qu'on rencontre les ONG, etc. Tout ça est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ces rencontres qui se font par derrière, des amendements qui arrivent sans qu'on sache d'où ils viennent ni qui les portent. Donc, j'allais dire, c'est quelque chose de naturel. C'est juste la transparence, de manière à ce que les gens sachent qui voit qui et, je vais dire, un peu à quel rythme. Mais comment ils travaillent justement ces lobbyistes dans les coulisses du Parlement européen? Ceux qui travaillent bien, ils sont sur le registre du lobbyiste. De toute façon, nous, au Parlement européen, on n'a pas le droit de recevoir des personnalités qui ne sont pas inscrites sur le registre des lobbyistes. Et il y en a combien sur ce registre-là? Alors, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'en gros, on a à peu près 10 000 lobbyistes qui sont vraiment inscrits. On pense qu'il y a à peu près entre 30 et 35 000 lobbyistes sur la périphérie de Bruxelles, puisqu'il y a le Conseil européen, la Commission et le Parlement européen. Donc tout le monde n'est pas inscrit, c'est clair. Par ailleurs, on a un problème avec un certain nombre de cabinets d'avocats qui ne veulent pas dire quels sont leurs clients au motif du secret professionnel, etc. Quand ils interviennent, s'ils interviennent sur un dossier, c'est pas vraiment du lobbyisme, mais s'ils interviennent pour une règle générale, évidemment, là, ça devient des lobbyistes. Et les ONG également. Alors les ONG, moi mais pas avec les mêmes armes, j'imagine, que les grands groupes. Voilà. En fait, la différence entre une ONG et les intérêts privés, c'est qu'une ONG, elle représente un intérêt général, quel que soit son objet, il est général et par ailleurs, elle n'est pas financée pour cela par des intérêts privés. Alors que il y a énormément de fédérations patronales ou de l'industrie, etc. Mais encore une fois, moi, ça ne me choque pas, par exemple, que les constructeurs aient un lobby de constructeurs. Simplement, ce qui me choque, c'est quand des études apparaissent sous des faux nez où on ne sait pas qui fait quoi. Alors justement, vous avez été approché ou pas? Oui, les Verts, on va être honnête, les Verts ne sont pas les plus approchés par les lobbyistes industriels. Qui sont les plus approchés, du coup? Évidemment, ceux qui défendent fréquemment, au nom du développement, de la croissance, etc., les intérêts industriels. J'aime pas généraliser, mais on va dire que les pays de l'Est, qui n'ont pas nécessairement le même recul, et ils sortent d'années terribles d'un totalitarisme très fort, donc ils n'ont pas le même recul sur la démocratie. Ils ont un rapport à l'économie qui est dans une logique d'aller tout de suite vers l'efficacité, du moins le pensent-ils. Donc eux, ils ont des liens plus forts avec les lobbyistes. Alors on comprend pourquoi les blocages sur les grands dossiers qui paraissent pourtant logiques. Justement, à propos du glyphosate, ce dangereux pesticide, en France, Emmanuel Macron promettait de s'en débarrasser à l'horizon 2020. Un nouveau vote a eu lieu au Parlement européen il y a 3 semaines. Mais vous, les Verts, vous avez renoncé à l'interdiction du glyphosate. C'est pas ça du tout. Non, pas du tout. C'est que c'est un rapport qui était un rapport qui avait été négocié par l'ensemble des partis sur la commission pesticides. Et cette commission pesticides, qui représentait à la fois la droite, la gauche, les écologistes, etc., avait vocation à faire des propositions sur la question globale des pesticides et notamment de l'indépendance des fameuses agences qui vont autoriser ou pas autoriser les pesticides. Donc vous n'avez pas bloqué cet amendement? Mais bien sûr que non, d'autant plus que ça n'était pas du tout un vote sur le glyphosate et il se trouve que pour des raisons d'opportunité politique, on va dire ça comme ça. Il y a eu un pacte avec le PPE.
Non, c'était pas un pacte avec le PPE. C'est que la commission pesticides avait un rapport qui a été pris quasiment à l'unanimité. Et c'est très important que sur des sujets comme ça, le Parlement soit à l'unanimité, tout simplement parce que ça permet après de peser beaucoup plus vis-à-vis du Conseil européen, donc les États, et vis-à-vis de la Commission. Donc il y a des votes qui sont des votes très importants, où il faut essayer, comme on dit, d'embarquer tout le monde. Et là, le PPE et les socialistes étaient d'accord avec nous sur cette commission d'enquête. Et les résultats de cette commission d'enquête, ça n'avait rien à voir avec les pesticides. Certains ont cru faire de la petite politique en glissant un amendement, mais qui était complètement hors sujet. La question n'était pas celle des pesticides, enfin du glyphosate, pardon, mais des pesticides en général. Voilà. Et la vraie question, c'était comment on arrive à évaluer de manière indépendante et transparente, on y revient, ces molécules qui sont des molécules parfois dangereuses, parfois elles ne le sont pas, mais il faut qu'on puisse le savoir. Nous, interdire quelque chose, c'est pas une décision facile, hein. Il y a des emplois derrière, donc il faut qu'on ait des éléments d'information qui ne soient pas contestables. Et c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, quelle est la position le Parlement a voté sa position sur le glyphosate, c'était une interdiction en 5 ans. Nous, c'était une interdiction la plus rapide possible. L'amendement vert, c'était 3 ans, la sortie, parce qu'on sait qu'on ne peut pas sortir du jour au lendemain. Pour avoir justement les socialistes et les libéraux avec nous, on a eu un consensus à 5 ans. Mais ça a été voté il y a près d'1 an. Donc notre position, elle est connue. C'était une sortie en 3 ans. On soutenait d'ailleurs le président Macron et Nicolas Hulot sur cette sortie. Nous espérons, bien entendu, qu'il ne reviendra pas sur cet engagement, qui est un engagement qui concerne la santé, d'abord des agriculteurs eux-mêmes, et après, évidemment, de millions de consommatrices et de consommateurs. Pascal Durand, eurodéputé français, merci. Je rappelle que vous êtes vice-président du groupe Vert au Parlement européen.